Bienvenue, bonsoir à tous. Merci de vous informer sur RTI 1. Dans les titres, ce 5 août, la célébration du prix national d'excellence, 77 lauréats primés, dont 44 personnes physiques et 34 personnes morales, ce lundi au Palais de la Présidence de la République. C'est la 11e édition de ce prix, distinguant les meilleurs dans leur domaine d'activité, la consécration des efforts individuels et collectifs. Une reconnaissance nationale du mérite traduite par la remise d'un trophée, un diplôme et un chèque d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Cette année, les jeunes et les femmes ont été mis à l'honneur. Pour la célébration de l'an 64 de la Côte d'Ivoire indépendante, la ville de Grand-Bassam se met aux couleurs nationales. 48 heures avant le grand défilé militaire et civil qui va marquer l'événement le mercredi 7 août prochain, le ministre d'État, ministre de la Défense, a assisté aujourd'hui à la dernière séance de répétition. Et puis, Jeux olympiques de Paris 2024 en athlétisme, les athlètes ivoiriennes Jessica Agbaï et Kone Maboudou ont couru en demi-finale du 200 mètres féminin. Et c'est Jessica Agbaï qui hisse haut le drapeau ivoirien en arrachant son ticket pour la finale avec un temps de 22,36. Merci d'être des nôtres ce soir sur RTI 1. Nous sommes ravis de vous retrouver. 77 lauréats primés pour le prix national d'excellence 2024. Ce lundi, la 11e édition de ce prix, distinguant les meilleurs dans leur domaine d'activité, s'est tenue au Palais de la Présidence de la République. 44 personnalités physiques et 34 morales primées sont issues des secteurs publics, privés et également de la société civile. Mahama Traoré. Un concours plus innovant et plus ouvert dans les critères de sélection des lauréats. Comme souhaité par le président Alassane Ouattara l'an dernier, cette 11e édition du prix national d'excellence l'a été. Le comité national du prix, présidé par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, s'est appuyé sur la digitalisation pour désigner le plus méritant dans chaque catégorie. Nous avons intégré pour l'édition de cette année l'inscription en ligne, en plus des canaux traditionnels de dépôt de dossiers de candidature auprès des ministères et à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la CGCI. L'inscription en ligne a l'avantage de permettre à l'ensemble des citoyens de soumissionner au prix national d'excellence, quel que soit leur lieu de résidence. Elle renseigne et éclaire toutes les personnes qui contribuent au développement et à la promotion du pays à travers le monde sur les conditions et modalités de sélection des lauréats. Cette digitalisation des candidatures, bien qu'à sa première édition, a permis une plus grande participation de la population. Ainsi, nous avons enregistré 1486 candidatures, dont 700 en ligne, contre 517 en 2023 et 509 en 2022. Ce processus sélectif débouche sur la distinction de 77 lauréats, dont 44 personnes physiques et 34 personnes morales. Les vainqueurs sont issus des secteurs publics, privés et de la société civile. Pour des motifs justifiés, seuls 6 prix n'ont pas été octroyés par le comité technique de désignation. Excellent Monsieur le Président de la République, vous avez vu juste en instituant le prix national d'excellence. Je crois assez fermement qu'année après année, les Ivoiriennes et les Ivoiriens se sont appropriés cette détermination et cet attachement aux valeurs du travail que vous prônez à travers ces prix et que vous incarnez au plus haut point chaque jour dans la conduite si exemplaire de votre très haute mission au service du peuple ivoirien. Place à la consécration pour ces hommes et femmes méritants. Meilleurs diplomates, meilleurs fonctionnaires, meilleurs chefs d'entreprise, la famille modèle, meilleure autorité préfectorale, meilleurs policiers, meilleurs artisans, meilleurs PME, sans compter les meilleurs élèves et étudiants de l'année académique écoulée, pour ne citer que ces catégories. Chaque champion repart avec un trophée, un diplôme,
plus une enveloppe de 10 millions de francs CFA. À l'appui, ces encouragements du chef de l'État à davantage performer. Les grandes nations modernes se construisent et se développent par le travail. Le travail doit donc demeurer une valeur cardinale qui soutient le développement de notre chère Côte d'Ivoire. Le changement de comportement et de mentalité, tel que l'a souligné M. le Premier ministre, ainsi que l'appropriation des valeurs d'excellence, d'exemplarité et de redevabilité sont indispensables pour accélérer la transformation économique et sociale de notre nation. Je souhaite à chacun de vous une belle carrière et aussi une réussite permanente dans ce que vous allez entreprendre. Je sais qu'avec la qualité qui nous est offerte et aussi les résultats dont nous avons été témoins, que vous réussirez dans vos carrières respectives. Bravo à chacune et à chacun de vous. Le chef de l'État félicite également le Comité national du prix d'excellence pour la digitalisation de la procédure de sélection, une preuve de rigueur et de transparence selon lui. Avant de repartir de la salle des pas perdus du palais de la présidence de la République, les 77 lauréats ont eu droit à une photo avec le couple présidentiel. Et ce prix national d'excellence qui consacre l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à promouvoir une société d'excellence qui célèbre le mérite et le savoir-faire. Les acteurs des domaines clés des activités socio-économiques et culturelles ont été mis en lumière. Cette année, les femmes et les jeunes sont au devant de la scène. Alexis Ouedraogo. Soit une moyenne de 19,69 sur 20. C'est lui, la petite star de cette 11e journée d'excellence. Je suis très contente d'être aux côtés du président de la République de Côte d'Ivoire. Merci. Alors, tu vas continuer de bien travailler? Oui, je continuerai de bien travailler dans mes prochaines classes. Oui, c'est bien. On est fiers de toi. Hein? Prince Michael Amessan est élève à l'EPV Saint-Simon d'Abobo-Wanché. C'est lui, le meilleur élève au CEP et au concours d'entrée en 6e, avec 167 points sur 170. Avec lui, ses jeunes amis, prix d'excellence du meilleur élève au BEPC Youssef Youssen Diaby, prix d'excellence au meilleur élève au baccalauréat général Madouda Sienea, Kwamekra Daniel. Un autre visage qui captive, celui du capitaine Claudia Ruth Adou, chef de la section antidrogue de la gendarmerie nationale. Elle décroche pour la toute première fois attribué à une femme le glaive d'honneur de la gendarmerie. Le prix national d'excellence consacre un engagement, celui de la Côte d'Ivoire, à promouvoir une société d'excellence qui célèbre le mérite et le savoir-faire dans les domaines clés des activités socio-économiques et culturelles. Les jeunes et les femmes de cette édition saluent cette vision. C'est toujours un grand plaisir, une émotion de recevoir un prix de la nation qui certifie notre travail acharné. Ça nous convainc en fait dans l'activité que nous avons choisie et de permettre de rester toujours excellent dans notre secteur d'activité. Avoir ce premier prix est une reconnaissance qui vient renforcer mon engagement à contribuer véritablement au développement de notre pays. Je suis très heureux d'avoir reçu évidemment cette distinction qui peut être considérée comme une distinction suprême, d'autant qu'elle émane du chef de l'État et c'est la reconnaissance de l'État. Je veux espérer que ce fardeau que je porte désormais va faire de moi une sorte d'exemple pour la jeune génération. Recevoir ce prix vraiment est un signe de reconnaissance et qui va nous permettre encore de persévérer, de donner le meilleur de nous pour le bien-être de nos producteurs. C'est une fierté nationale pour moi de savoir que l'État reconnaît mes mérites et aussi c'est un challenge, un défi nouveau pour moi pour garder la barre haute. Je pense que ce prix va me pousser à encore plus d'excellence, en tout cas à la promotion de l'excellence dans le secteur dans lequel je suis, la communication. Le prix d'excellence offre de nombreuses retombées positives aux lauréats, la reconnaissance, la visibilité, l'opportunité de réseautage et l'accès au financement. Il est surtout un exemple concret d'une Côte d'Ivoire qui se construit avec un capital humain de qualité. Au terme de la cérémonie de distinction, les lauréats, particulièrement heureux de voir leur mérite célébré à l'échelle nationale, se sont exprimés au micro de nos reporters.
c'est une grande reconnaissance, déjà d'être reconnu par le pays et principalement par le chef de l'État. Alors c'est une opportunité à saisir afin de demeurer des sources d'inspiration pour la jeunesse. Merci à Dieu, merci à mon épouse, merci à mes collaborateurs parce que c'est un travail d'équipe qui nous a amenés à être à ce niveau. Merci à la Côte d'Ivoire et que vive l'excellence. L'année dernière, nous étions deuxième. Cette année, nous sommes premiers. Pour nous, c'est un encouragement à la lutte contre l'incivisme sur les routes, à l'ensemble de nos équipes à vraiment s'engager encore plus pour développer des solutions qui vont permettre de sauver des vies. Je suis heureux et fier d'avoir reçu ce prix qui couronne une activité importante pour la Côte d'Ivoire et pour les patients, c'est-à-dire le développement de la cardiologie interventionnelle en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, grâce à ce prix d'excellence, c'est un hommage qu'on rend à nos patients d'abord, mais aussi à tous nos collaborateurs. Je suis très content parce que les efforts consentis ont été reconnus. Et je voudrais saluer le premier des Ivoiriens, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'avoir eu l'idée ingénieuse d'organiser ce prix. Je voulais dédier ce prix au ministre des Eaux et Forêts et surtout au DG de la SODEFOR. Parce que tout le monde peut mettre un plan en terre, mais pour en faire un arbre, il faut de la qualification. C'est grâce à eux que nous réussissons ce reboisement. Nous voulons dire merci à nos équipes. Et les festivités de célébration de ce 7 août démarrent demain à l'échelle nationale. Déjà ce soir, RTI 1 propose de vous plonger dans cette ambiance festive aux couleurs orange, blanc et vert. Sur place, à Grand Bassam, l'heure est aux dernières répétitions pour le grand défilé militaire et civil du 7 août. Ce lundi, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a assisté à la toute dernière séance avant le jour J. De ce que j'ai vu, il faut retenir surtout que la Côte d'Ivoire avance dans la discipline, dans le travail, et ceci est très important. Beaucoup de dons de soi, c'est l'Ivoirien nouveau que nous voyons naître, et ceci est très important pour la Côte d'Ivoire. Nous devons tout faire pour maintenir ce cap et même le développer. Je repars satisfait et je peux vous donner rendez-vous pour le mercredi 7 août. Je pense que nous verrons tous de très belles choses. Pourquoi Grand Bassam? Pour célébrer l'an 64 de la Côte d'Ivoire. C'est bien sûr la première capitale du pays, mais la ville conserve surtout les vestiges de la période coloniale. C'est à Grand Bassam que la marche des femmes pour la libération des prisonniers détenus abusivement par les colons a eu lieu en décembre 1949. Une marche qui a sonné l'enclenchement de la lutte pour l'indépendance. Nos reporters Khalil Diomondé et Didier Nguessan nous proposent un retour aux sources. Classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012, Grand Bassam, la ville mémoire, est choisi pour abriter les festivités de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Un choix loin d'être fortuit, car les premières pages de l'histoire de la nation se sont écrites ici. La commune historique garde précieusement 108 hectares de vestiges coloniaux, parmi lesquels le palais des gouverneurs de la colonie française, jadis interdit aux indigènes, et le tout premier palais de justice que nous découvrons en compagnie de Nandro Akwesson, guide touristique. Nous sommes en 1911 quand on construit ce grand bâtiment. C'était un moyen de pression que l'administration coloniale avait sur les indigènes. Ce palais de justice, c'est celui où il y a eu le procès qu'on appelait le procès des militants du RDA. Bernard Blindadier par exemple, le premier maire de Grand Bassam, Jean-Baptiste Moquet, c'est ici qu'ils ont été jugés, c'est ici qu'ils ont été détenus en mars 1950. Grand Bassam, c'est aussi et surtout la première capitale de la Côte d'Ivoire de 1893 à 1900. La ville a été témoin des faits marquants de l'oppression des colons à l'égard des Noirs et de la lutte pour l'indépendance, comme la marche des femmes sur Grand Bassam, immortalisée par cette sculpture au centre de la commune. Depuis le 6 février 1949, les hommes, les jeunes, hardis et dynamiques, qui parlait politique et indépendance, avait été raflé par l'administration coloniale et jeté à la prison coloniale de Grand Bassam dans de très mauvaises conditions de détention. Du 22
au 24 décembre 1949, les femmes venues d'Adjamé et de Treichville décident de marcher sur Grand Bassam pour faire sortir les hommes de prison. Cette manifestation qui a réuni 4000 femmes a fortement effrayé l'administration qui fut obligée de négocier et organiser effectivement le procès qui voit le 30 mars 1950 la libération de ces hommes-là. Pour nombre d'historiens, à l'instar du professeur Arthur Banga, le choix de Grand Bassam pour la commémoration du 64e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante revêt toute une symbolique. C'est très intéressant, Grand Bassam, comme je l'ai dit, ça montre la colonisation, ça montre aussi la lutte contre cette colonisation. Et donc finalement, c'est une ville qui doit inspirer ça, qui doit inspirer que dans notre passé ou même dans notre présent, on peut avoir des moments où on sera dominé. Mais c'est à nous de pouvoir avoir cette force que justement eu les femmes de Grand Bassam. Avec ce 64e anniversaire de l'indépendance qu'elle accueille, Grand Bassam réaffirme de fort belle manière son rôle de gardien de l'histoire et inspire toute la nation à se souvenir du chemin parcouru, tout en regardant vers un futur prometteur. Et c'est demain que les festivités de célébration nationale de ce 7 août démarrent. Un match de football va opposer la jeunesse aux forces de défense et de sécurité. Également au tableau des activités, un panel et le concerto de l'indépendance. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Mamadou Touré, a dévoilé le programme. Jean-Marc Djadji nous le propose. Les festivités des 64 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire démarrent ce mardi 6 août 2024. L'annonce est faite par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Mamadou Touré, en présence des acteurs de la société civile et d'anciens du football. À l'affiche ce mardi, un match de gala opposant la jeunesse et les forces de défense et de sécurité. L'idée, c'est montrer la communion entre donc, les jeunes et les forces de défense et de sécurité. Après la marche au flambeau, donc, qui sera pilotée par l'armée, avec tous les jeunes. Et puis ça se termine par le concerto. Voilà. Donc voilà un peu ce qui est prévu. Et vraiment l'idée, c'était vraiment d'obtenir votre engagement pour cette activité. En plus du concerto de l'indépendance et du match de gala, un panel sur le thème jeunesse ivoirienne et forces de défense et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne est également prévu. Les jeunes mobilisés procéderont à une opération de salubrité dans la ville de Grand Bassam avant le défilé civil dans la matinée du 7 août. La ville de Bouaké, elle aussi, se prépare et pour le défilé des forces de défense et de sécurité sur place, les civils s'entraînent quotidiennement avant donc le jour J. Lorgoretti et Kader Sogodogo nous proposent quelques images des dernières répétitions. Ce 7 août 2024, la Côte d'Ivoire célèbre le 64e anniversaire de son accession à l'indépendance. Bouaké, deuxième ville du pays, s'apprête aussi à commémorer ce jour symbolique et chargé d'histoire. C'est le boulevard Reine Pokou qui va abriter le traditionnel défilé de la fête de l'indépendance. Mais avant le jour J, l'armée ivoirienne s'attelle à un exercice, le défilé militaire. Un entraînement pour un défilé haut en couleur. Non loin de là, les civils sont en pleine répétition. Parmi eux, des élèves, des coiffeurs, des mécaniciens et bien d'autres. Ils doivent, en quelques jours, apprendre à marcher droit et surtout suivre le rythme. Chez nous, tout est réglementaire. Les pieds bien joints, la poitrine bien baumée, le visage bien redressé. Tu regardes tout droit devant toi et tu marches maintenant au pas. Droite, tout droit, les pieds, droite, gauche. En tout cas, c'est bon. En 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire, je n'étais pas né. Et aujourd'hui, nous commémorons cet anniversaire. Je pense que c'est un honneur pour moi réellement de pouvoir participer à ce défilé-là. Plusieurs commissions sont mises en place. Ici, le volet mobilisation est dirigé par Nana Gustave Kouadio qui utilise tous les canaux de communication pour assurer un déplacement massif des populations sur le boulevard Reine Pokou. J'ai tenu déjà une première réunion avec la majorité des chefs pour dire qu'aujourd'hui, de répondre présent. Mais au dehors de là, j'ai fait des communiqués radio pour motiver davantage la chefferie à y répondre vraiment très massivement. Il n'hésite pas à faire du porte-à-porte. La Côte d'Ivoire
a acquis son indépendance le 7 août 1960 sous la houlette de feu le président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, moderne et modèle. Restons à Bouaké, qui a été la première ville à abriter les célébrations délocalisées et tournantes en 1964. Dans les années 60 à 70, les festivités se tenaient ainsi de façon tournante dans les grandes villes de l'intérieur du pays. 12 villes en ont bénéficié avec à la clé la construction de plusieurs infrastructures. Et pour ceux qui ont vécu cette période, c'est avec un brin de nostalgie qu'on l'évoque. Moussa Konaté. Ancien responsable de boulangerie, Raoul est un témoin vivant de la célébration de l'indépendance à Dimbokro en 1975. Âgé de 82 ans et résident dans la ville depuis 1966, il garde encore de beaux souvenirs. Quand le président est venu, il était dans un camion militaire, le commandement militaire. Il a salué toute la population avant d'aller s'installer. C'est là que l'indépendance a commencé. On a eu 3 avions militaires qui survolaient la ville, qui avaient 3 couleurs différentes, orange, blanc, vert, avec 21 coups de canon. À Dimbokro, plusieurs infrastructures ont vu le jour à la faveur du 15e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Complexes hôteliers, marchés, bâtiments administratifs et des logements. Dame Yao habite actuellement dans l'une des villas construites à cette époque. C'est une maison d'indépendance. Mon mari a payé une maison là. Mais 98, c'est ça, nous on est venus. Il a pris retraite. On a quitté Akorogo. Il est venu prendre la maison. Véritable opportunité de développement, les fêtes tournantes ont contribué au rayonnement de nombreuses villes. Man, la capitale du district des montagnes, a abrité le 9e anniversaire de la fête de l'indépendance en 1969. À cette occasion, le stade de Léon Robert fut bâti. Des édifices administratifs, des infrastructures routières et hôtelières sont réalisées. Quand Houphouët-Boigny est arrivé là, il y a beaucoup même qui a blessé. Parce que tout le monde veut les voir Houphouët-Boigny. Nous tous on a défilé devant Houphouët, au grand terrain des Mans. Il y avait un militaire, les policiers, bon, il peut dire les corps habillés. Après, alors, il y a après ça, les forgerons ils sont venus. Après, ils sont passés, les menuisiers ils sont venus, les mécaniciens ils sont venus. Bon, les commerçants aussi ils sont venus. Au total, 12 villes du pays ont bénéficié des festivités tournantes de l'indépendance. Bouaké fut la première localité de l'intérieur du pays à abriter la fête délocalisée. C'était en 1964. En 1964, j'avais 15 ans. Et on partait au 3e bataillon en tant que les enfants de Sokora, on partait regarder les militaires préparer les défilés avec les civils. Tout le monde partait pour faire le défilé. Voilà, donc en ce moment, vraiment c'était beau. Célébration tournante de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une volonté du premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny. Initiative tant réclamée aujourd'hui par les populations. La fête tournante, c'est ça qui arrangeait les villes et l'intérieur. Ouais. Mais quand les bâtiments que vous voyez là-bas, comme de la CCCA, c'est à cause de la fête, ils ont bitumé les rues partout. Notre souhait est que l'État fasse un effort pour que ces indépendances-là soient tournantes encore, parce que à cette occasion, il y a des infrastructures que l'État donnait à la ville. Un vœu certainement entendu par les autorités ivoiriennes. Déjà en 2022, la célébration de l'indépendance s'est tenue à Yamoussoukro, la capitale politique. Après une cérémonie sobre en 2023 au palais présidentiel suite au décès du président Henri Konan Bédié, la ville historique de Grand Bassam se prépare cette année à accueillir le 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. De 1960 à aujourd'hui, que de chemin parcouru par la Côte d'Ivoire. Le pays est engagé dans une dynamique de développement qui lui donne fière allure. Une politique de développement qui place aussi en bonne position l'humain avec l'aspect social et la solidarité. Tout le sens de la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire. Alexis Ouedraogo. 64 ans d'indépendance pour une Côte d'Ivoire plus solidaire. Voilà la vision du gouvernement ivoirien ces dernières années. Au-delà de ce qui est fait en termes d'infrastructures, de construction, il y a l'homme. Et comme le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara,
aime à le dire, l'homme est au centre de sa politique. Et le volet social a toute la place dans la politique gouvernementale du président de la République, en commençant par l'eau pour tous, par l'électricité dans les villas de plus de 500 âmes, en passant par la carte CEMU et en terminant par le ministère de la Solidarité. Mais avant le ministère de la Solidarité, vous avez le volet jeune. Le volet jeune avec l'agence emploi jeune, avec l'école de la deuxième chance. On en parle peu, mais c'est quelque chose d'important. Permettre à ceux qui sont sortis du système ou qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, d'avoir cette chance-là d'apprendre un métier, ou ceux qui sont allés à l'école, mais qui n'ont pas pu avoir cette opportunité de travailler dans la qualification, dans le diplôme qu'ils ont obtenu, de faire une autre formation. Et à la pratique de cette vision ces dernières années, des pas importants ont été posés pour que se construise un peu plus chaque jour une Côte d'Ivoire solidaire. Pour le président de la République, la Côte d'Ivoire solidaire ne doit pas rester une vue d'esprit, mais une Côte d'Ivoire où, au-delà de l'action gouvernementale, l'Ivoirien vit la solidarité au quotidien. Comme j'aime à le dire, que cette solidarité-là soit la valeur la plus partagée. Et la solidarité commence par le bonjour que nous adressons aux voisins. La solidarité commence par le partage que nous faisons avec le voisin, même si nous n'avons pas les ressources que nous pensons obtenir. La solidarité, c'est aussi et surtout accepter l'autre au-delà de nos différences. Et le slogan le plus beau de la Côte d'Ivoire, c'est « Unis dans notre diversité, nous sommes forts ». Et je reste convaincu que ce slogan-là, le slogan qui a motivé le président de la République, qui continue de le motiver, parce que la diversité d'ethnies et de religions que nous avons en Côte d'Ivoire, pour le président de la République, est une force, et cela doit rester ainsi pour toute la Côte d'Ivoire. Si beaucoup reste à faire, l'horizon lui reste prometteur pour bâtir cette Côte d'Ivoire tant attendue de la vraie fraternité. En 64 années d'indépendance, le domaine de la fonction publique a lui aussi connu de grandes mutations. Le statut général des fonctionnaires et agents de l'État a considérablement évolué. Aujourd'hui, un nouveau texte vient garantir aux fonctionnaires la protection et le respect de leurs droits et intérêts avec un profil de carrière clair. Grace Kando. 1964, 1992 et 2023. 3 dates à retenir dans l'évolution du statut général des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Les partenaires sociaux apprécient les dernières mesures. Pour l'élaboration de ce nouveau statut général de la fonction publique, ça a été un processus inclusif où les partenaires sociaux, que sont les centrales syndicales, ont été associés. Ce nouveau statut général de la fonction publique permet une amélioration du profil des carrières. Cela permet à tous les fonctionnaires de pouvoir quitter du plus bas grade et aller vers les grades les plus élevés. Les fonctionnaires reconnaissent les efforts déployés par le gouvernement. Cette initiative qui vient du gouvernement, ça ne fait que améliorer les conditions des fonctionnaires qui vont nous accompagner durant toute notre carrière. Ce sont des décisions salutaires, c'est à encourager. Tous les documents qu'on veut, on n'a plus besoin de se déplacer. On peut rester chez soi à travers les demandes en ligne et on est répondu immédiatement. Tout se passe normalement par rapport à ce qui se passait avant. Ce nouveau statut général, longtemps attendu, marque l'avènement d'un fonctionnaire nouveau. À compter de 2025, nous aurons environ 15 textes qui pourront déjà être appliqués dans le cadre de ce nouveau statut général de la fonction publique. Je voudrais les inviter à une bonne connaissance de tout le dispositif de ce nouveau statut général de la fonction publique, à s'approprier chaque article de cette nouvelle loi, à en être des ambassadeurs afin de faciliter la mise en œuvre. 64 ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les autorités réaffirment leur volonté de construire une administration performante au service de tous. Un autre défi, celui du secteur des transports. À Abidjan, avec environ 6 millions d'habitants, améliorer la mobilité urbaine reste un défi et même un impératif économique et social. D'autres projets comme le bus rapide transit ou encore le métro devraient pouvoir changer le visage d'Abidjan. Ils ont tous le même objectif, réduire les embouteillages, assurer la sécurité et garantir le confort des usagers.
Lancine Bakayoko. Au début des années d'indépendance, le transport en commun à Abidjan, c'était des pinasses, des fourgonnettes, quelques taxis-compteurs calqués sur le modèle européen. Ces moyens de transport n'étant plus à l'échelle de la cité moderne que devenait Abidjan, l'État a donc créé la SOTRA. Mais les défaillances du service public ouvrent la voie aux Gbaka qui profitent pour occuper des parts de marché. Vassendou Bamba fréquente ce milieu depuis 1978. En 78, je conduisais à Soma, au Lek Baga ici, à Djamé, à Bobo. Soma, le transport n'était pas évolué. Même pour avoir salaire de chauffeur, même avant, on ne gagnait pas. Cantonné jusqu'en 1992 à la desserte des communes d'Abobo et de Yopougon, les Gbaka ont ensuite étendu leurs activités aux communes périphériques du district d'Abidjan comme Agnaman et Benjerville. Si tu calcules, il y a beaucoup de Gbaka, il y a beaucoup de Wororo. Les Nyango, ils sont là, tu vas souffrir cadeau. Ça gagne pour lui, grâce à Dieu. Moi, quand je sors, j'ai une idée d'arrêter. Ma recette, tout ce qui est un peu difficile dans nos périodes là, c'est les Gbaka là. Souvent, tu viens, bon, il va te croire, c'est pardon qui est là. Ça ne peut pas aller quelque part. La lagune ébriée, qui serpente à travers la quasi-totalité des communes de la ville d'Abidjan, est exploitée par des bateaux-bus à côté des embarcations de type artisanal tenues par des particuliers. Des embarcations qui sont prisées par les usagers. Il y a des moments où il y a embouteillage, mais avec les pinasses, pour moi, c'est le meilleur transport. Parce que de là où je quitte pour avant d'arriver à l'embouteillage, je ne paye que 100 francs. Et puis ici aussi, c'est encore moins coûteux pour moi, quoi. Aujourd'hui, la libéralisation du transport fluvio-lagunais dans la ville d'Abidjan a accru l'offre de mobilité urbaine. Plus encore, les véhicules de tourisme avec chauffeur VTC ont révolutionné l'environnement du transport urbain abidjanais. On a apporté un plus au transport abidjanais parce qu'avant, les clients avaient un problème de sécurité avec les taxis traditionnels. Donc, quand on est arrivé, on a apporté d'abord la sécurité aux clients et les quartiers étaient un peu plus éloignés de la ville. Nous, on va jusqu'à devant la porte des clients pour aller les chercher dans les coins vraiment éloignés. Donc ça fait un plus que les taxis compteurs. Avec l'arrivée très prochaine du métro d'Abidjan et des lignes bus rapides transit BRT, c'est l'écosystème des transports du Grand Abidjan qui se verra bouleversé. Le secteur privé que nous constituons aujourd'hui avec les taxis-compteurs, aujourd'hui avec les taxis communaux, avec les minicars de type Gbaka, avec même les VTC qui viennent d'arriver, nous sommes donc un secteur privé qui travaille en fonction de son prix d'achat et de son prix de revenu et des marges bénéficiaires à dégager. Donc vous comprendrez que le service qui est rendu à partir des taxis, des minicars et des VTC sont des services des opérateurs privés du secteur du transport de Côte d'Ivoire. Par contre, la SOTRA est un service public qui est subventionné par l'État. Joseph Aloubright, Lansine Sissé, Yaya Fofana, Kassoum Koulibaly, Samuel Kwao, Kwame Nsikan, Nifa Diaby, Yacoub Silla ou encore Abdraman Kamara sont les principaux pionniers des transports privés ivoiriens. Donner un nouveau visage à la ville d'Abidjan passe aussi et surtout par l'aménagement. Plusieurs projets sont en cours dans ce sens et le site Banco 1 récemment déguerpi va être valorisé. Le district d'Abidjan a présenté les infrastructures qui vont y être implantées. Le ministre, gouverneur du district autonome d'Abidjan, Henri Pirage, sur ce site de Banco 1, utilisé dans un passé récent pour le lavage, appelé communément Fanico. Sissi Bakongo s'assure de l'avancée des travaux d'aménagement du site d'Ekerpi il y a quelques mois. Un réaménagement pour la construction d'un complexe sportif, d'une salle d'exposition, d'un espace gastronomique, d'un marché de fruits et des lacs artificiels. 5 projets sont prévus par le district d'Abidjan en partenariat avec le ministère de l'Environnement à travers le parc national du Banco. C'est dans le cadre de la lutte contre l'assainissement et l'insalubrité. Au total, 4,5 hectares d'espace que nous allons occuper pour réaliser ce projet. Nous allons faire un bilan ou bien peut-être la restitution d'ici 4 mois. À travers ce projet dénommé la baie du Banco, le district d'Abidjan veut redonner de la valeur à la forêt du Banco, lutter contre le désordre urbain et redonner à la ville d'Abidjan son lustre d'antan. Le ministre-gouverneur a enjoint ses services de mener la réflexion afin de donner à ce site son lustre d'antan, afin qu'il ressemble véritablement
à ce que les pères fondateurs ont pensé pour Abidjan à la dénommant l'appel des lagunes. Et donc, en lieu et place de ces activités traditionnelles qui avaient lieu et qui étaient dangereuses pour la nature, nous avons voulu réconcilier la nature avec les Abidjanais. Et donc le projet dénommé la baie du Banco vient effectivement pour mettre en œuvre cette vision. Ces travaux marquent le point de départ d'autres projets d'embellissement du district d'Abidjan, au nombre desquels le réaménagement de Jesco, Banco 2, Zo, Boribana, l'abattoir de Port-Boué et la zone de Zimbabwe. Dans l'Agnebi-Tiassa, le village de Petit Yapo, à 14 km d'Agboville, un nouveau chef de terre, Nana Edi Edorené, a été intronisé. Il devient le garant des us et coutumes de Petit Yapo. Fred Oulaï et Didier Nguesson nous amènent à cette cérémonie culturelle. Petit Yapo, village situé à 14 km d'Agboville, dans l'Agnebi-Tiassa, vit au rythme de l'intronisation de son nouveau chef de terre. Des prières dites par les confessions religieuses, mais également une libation pour soumettre la terre aux ancêtres. Des terres désormais sous le garant de Nana Edi Edorené, nouveau chef de terre de Petit Yapo. Investi par ses pairs, Nana s'engage à la protection et à la valorisation des titres fonciers. Je demande que nous tous, nous allons nous comprendre. Nous allons prendre la route que Dieu a tracée. Donc je souhaite tout le monde, on va s'attendre pour que le village aille devant. Cette intronisation en présence de tous les cadres du village est l'occasion pour le chef de village d'inviter les populations à la solidarité. Le représentant du président du conseil régional de l'Agnebi-Tiassa et parrain exhorte le nouveau chef de terre à préserver les valeurs culturelles et à développer le village. Le nouveau chef de terre, on leur doit du respect. Voilà. Et surtout les chefs de village, que nous quittons les chapelles de les destituer. Si nous avons assez d'intelligence, on peut mettre à contribution au service du chef pour que le village avance. Je pense que l'intronisation de ce chef de terre devait nous permettre d'aller tout droit vers le développement. Et ce que le ministre a donné comme message, il y a la cohésion, la paix et aussi le développement. Et je pense que depuis que le président Alassane Ouattara est aux affaires, aujourd'hui nous avons le bitume, nous avons de l'eau, nous avons tout ce qu'il faut. Et je crois qu'on ne peut que dire merci au président de la République. Nana Edi Edorené remplace à ce poste Feu Nanan Goro Betin, décédé il y a quelques années. Il est infirmier d'État et a fait valoir ses droits à la retraite il y a 23 ans. Et puis un mot de sport, Jeux olympiques de Paris 2024 en athlétisme. Les athlètes ivoiriennes Jessica Agbayi et Kone Maboudou ont couru aujourd'hui en fin de journée en demi-finale du 200 mètres féminin. Et c'est Jessica Agbayi qui hisse haut le drapeau ivoirien en arrachant son ticket pour la finale avec un temps de 22,36. La sprinteuse ivoirienne bat ainsi son propre record. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée et à demain sur RTI 1.